On va faire un petit exercice pour bien ancrer ce qu'on a dit. On va analyser un tunnel de vente, un discours de Julien Rochdy. Je prends un exemple. Si vous prenez un lion qui est fait pour vivre dans la savane et que dès son plus jeune âge, vous le mettez dans une cage de 2 mètres carrés et vous le faites vivre 10 ans comme ça. Si ce lion pouvait parler, si vous pouviez lui tendre un micro, après avoir vécu 10 ans dans une cage de 3 mètres carrés, je pense qu'il y a de fortes chances pour que le lion raconte que des conneries et soit complètement fou et ait envie de se suicider. Parce qu'il n'aura simplement pas vécu dans le monde pour lequel ses gènes étaient faits. Ici, il fait comme si ce qui était vrai pour le lion devait l'être pour l'homme, c'est-à-dire qu'il comprend l'essence humaine comme purement naturelle, animale, déterminée génétiquement. Eh bien en fait, c'est terrible à apprendre, mais on s'aperçoit qu'en étudiant l'être humain, c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. L'être humain, il faut savoir que nos gènes sont toujours les mêmes que ceux de l'époque du Paléolithique, quand nous étions des chasseurs-cueilleurs, dans la période glaciaire européenne, à chasser le mammouth, l'ours et à avoir les rapports hommes-femmes que nous connaissions. En fait, nos gènes n'ont absolument pas changé par rapport à cela. Il y a eu quelques évolutions, mais qui sont réellement absolument minimes. Nous sommes toujours des homo sapiens de cette époque. Donc à chaque fois qu'un enfant, un bébé naît, ce qui s'attend normalement à recevoir, la vie qu'il s'attend à vivre inconsciemment, mais c'est inscrit dans nos gènes, c'est une vie dans les grands espaces, dans la nature, et une vie selon certains modes de sociabilité qui sont absolument étrangers à ce que nous connaissons actuellement dans les grandes villes, avec la technologie. Là, il faudrait le croire sur parole. Le mode de vie au néolithique serait celui qui est inscrit dans nos gènes, et pas celui précédent évidemment, sinon ça voudrait dire que l'homo sapiens naturel est africain, ce qui ne doit pas forcément lui plaire. Parce que Julien, t'as conscience que ce discours qui fantasme une essence naturelle, originelle, dans un passé lointain, on peut le retourner contre toi. On peut dire... Il faut savoir que nos gènes sont toujours les mêmes que ceux de l'époque du Pléistocène, quand nous étions des chasseurs-cueilleurs, africains, à chasser la gazelle, le zèbre, et à avoir les rapports hommes-femmes que nous connaissions. Pour Julien, il est évident que les bébés du néolithique n'ont pas acquis la faculté et l'envie de chasser le mammouth, un certain type de rapport homme-femme par leurs parents et leurs tribus, mais simplement parce qu'ils étaient programmés génétiquement pour ça, parce que la nature humaine est telle. Et en fait, tout ce monde actuel est fait pour nous rendre absolument malades, pour créer des malades mentaux qui n'ont plus qu'une envie, c'est de se suicider. Et donc, quand on comprend tout cela, en fait, parce que je continue cette parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas cette discipline, il faut savoir que l'homme était fait pour vivre de cette façon et qu'en fait, il s'est sédentarisé que depuis 10 000 ans à peine, rentré dans le néolithique, qu'on ne sait toujours pas pourquoi il a fini par se sédentariser. Il y a quelques hypothèses, mais je ne vais pas être long, donc je ne vais pas les expliquer ici. Mais en gros, il n'était pas fait pour cette sédentarisation, il est encore moins fait pour la période industrielle, et encore pire, la période post-industrielle que nous connaissons actuellement. Donc nous sommes pire qu'un lion qui est mis dans une cage de 2 mètres carrés. Donc en gros, on peut comprendre la postmodernité de tous ces gens qui vivent en ville et qui commencent à délirer totalement avec des idées extraordinairement éloignées de ce que doit être notre anthropologie. Ici, on a une jolie négation de la liberté humaine, ce que doit être notre anthropologie. Notre destin serait écrit indépendamment des rapports socio-historiques, on devrait se conformer à la nécessité naturelle. Si on veut véritablement changer les choses dans le monde de demain, changer les choses en Europe et nous sauver, il va falloir changer notre anthropologie même. Comment on se reconnecte à la nature, comment on se reconnecte avec une vie et un développement personnel qui nous reconnecte justement à nos gènes et à ce pourquoi nos gènes ont été faits. Là, on a encore une thématique adamique. L'histoire humaine est vue comme une punition, comme une longue décadence qui nous éloigne de ce pourquoi on était originellement fait. Donc là, on est quand même à un niveau qui est bien supérieur et bien plus élevé que les conneries qu'on peut entendre actuellement. Et c'est encore une fois là-dessus que l'on doit réfléchir. Et voilà, bon, j'ai essayé de faire court. Pour ceux que ça intéresse, ils peuvent aller suivre cette formation sur laquelle j'ai bien travaillé. Et d'une manière générale, ce sont toutes les grandes idées qu'on va essayer de développer dans l'avenir. Bon, là, on arrive au moment où il essaie de nous vendre un truc. Parce qu'il faut le savoir, hein, les chasseurs-cueilleurs essayent toujours de vous vendre des formations. Évidemment, c'est destiné à tirer profit d'un public frustré sexuellement. Donc on met la photo d'une femme, on base le truc sur le sexe. On va répondre à des questions comme « Les hommes ont-ils besoin d'aller voir des prostituées ?» ou « Comment être le plus efficace dans la compétition sexuelle ?» On apprend aussi que Clara Zetkin était forcément malheureuse. Et puis bien sûr, au terme de cette formation de 4 heures, c'est-à-dire un après-midi de cours à la fac, on maîtrisera les concepts et l'exercice de la psychologie évolutionniste et on connaîtra tous les grands principes du darwinisme et de l'évolution. Et ce, pour seulement 67 €, soit le prix d'un trimestre de formation au CNED. Bon, on reprend notre calme.